Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Al 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition africaine qu'on entame avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle il a souligné la nécessité d'efforts concertés et d'une coordination totale entre les membres du gouvernement pour parvenir à une immunité dans tous les secteurs. Il a par ailleurs assuré les membres du gouvernement de l'importance de gagner auprès de l'opinion publique grâce à des solutions renforçant ainsi le front intérieur. On ouvre sans plus tarder notre dossier de ce soir avec cette information africaine du jour. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé ce dimanche dans les camps de réfugiés sahraouis dans la wilaya de Tindouf. Il s'agit donc de la 5e visite du genre pour l'envoyé spécial pour discuter de l'état et des perspectives du processus de paix au Sahara occidental mené sous l'égide de l'ONU. À noter que le gouvernement sahraoui avait récemment indiqué dans un communiqué que la prochaine session du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental offrira une occasion précieuse de réaffirmer le mandat principal de la MINURSO, tel que défini par le Conseil de sécurité en 1991. Il a également souligné que ce rendez-vous constituait une occasion pour réaffirmer le principe fondamental sur lequel doit se fonder une solution pacifique juste et durable, à savoir l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. À travers le monde, le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination s'intensifie. Ce dimanche, ils étaient nombreux, en majorité des membres de la diaspora sahraoui, à s'être mobilisés devant le consulat général du Maroc à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, et ce pour dénoncer la multiplication des crimes de l'occupant marocain et sa violation quotidienne du droit international humanitaire. Les manifestants ont par ailleurs appelé à la libération des détenus d'opinion sahraouis incarcérés illégalement depuis des années dans les geôles du royaume dans des conditions inhumaines. Et en parallèle, le groupe sahraoui de surveillance des ressources naturelles et des questions juridiques a conclu une réunion de 2 jours à Bruxelles portant l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de ces missions concernant notamment la nature du pillage des ressources naturelles par le Maroc dans les territoires occupés, les derniers développements des poursuites judiciaires engagées par le Front Polisario contre la Commission européenne ainsi que la situation générale des droits humains. Et pour parler de ces derniers développements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct Saïd Ayachi, président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Ayachi, commençons tout d'abord par l'actu du jour. Cette visite de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental dans les camps de réfugiés de Tindouf n'est pas fortuite. Elle intervient au moment où le régime du Maroc multiplie les violations du droit humanitaire contre le peuple sahraoui, alors que le conflit armé a lui repris depuis près de 4 ans. Quelle analyse faites-vous tout d'abord de cette visite, notamment de la conjoncture de cette dernière ? Nous savons très bien que M. de Mistura entreprend cette visite avant qu'il ne rédige rapport à l'intention des membres du Conseil de sécurité qui doivent se réunir en octobre 2025. Et donc, il vient bien sûr en contact avec les principaux belligérants que sont le Front Polisario et le Royaume Maroc. Et puis, consulter aussi des pays qui soit intéressés, soit qui ont une certaine influence sur le dossier sahraoui, à savoir la Mauritanie, l'Algérie, l'Espagne, les États-Unis, la France et l'Espagne. Monsieur Ayachi, à la veille d'une réunion importante du Conseil de sécurité consacrée au Sahara occidental, au diapason de la multiplication des mobilisations soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, quelle perspective, selon vous, pour la résolution de ce conflit,
dans le respect bien sûr du droit international qui actuellement est quotidiennement piétiné avec le génocide sioniste à Gaza, on l'a vu. Bien sûr, effectivement, cette réunion du Conseil de sécurité fin octobre va se tenir une conjoncture internationale assez particulière. En France, le peu de respect qui est accordé au droit international, on le voit ce qui se passe à Gaza, et on voit aussi, nous ne nous cachons pas, ces tentatives, ces pressions extraordinaires qui sont les Sahraouis pour les amener à accepter la solution d'autonomie parce qu'elle est parrainée, elle est proposée par le Maroc, comme on le sait, parrainée par certains membres permanents du Conseil de sécurité. Et dans cette conjoncture fait que la réunion du Conseil de sécurité est dans une ambiance très particulière. On sait que cette résolution est déjà en préparation entre les Marocains et la France officielle et qu'elle tentera une sorte de force contre le droit international. C'est ce que l'on peut craindre justement de ce passage en force, c'est qu'il ne respecte pas le droit international qui reconnaît aux Sahraouis le bénéfice de l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui puisse permettre aux Sahraouis de choisir librement son destin. M. de Mistura vient prendre donc l'avis des uns et des autres et bien entendu il va prendre la position des Sahraouis qui est celle de revendiquer leur droit à l'autodétermination, comme il a entendu à Alger la voix de l'Algérie qui s'aligne sur le droit international, le respect du droit international et l'application du droit international, c'est-à-dire l'organisation des référendums de détermination au bénéfice du peuple sahraoui. Justement, Saïd Ayachi, on observe malheureusement que certaines grandes puissances occidentales adoptent une posture qui est contraire à la Charte des Nations Unies à cause, entre autres, des pressions qui sont exercées par le Maroc et notamment par son allié sioniste. Et pourtant, on l'a vu, la volonté des peuples, elle vient au contraire appuyer ce droit fondamental du peuple sahraoui à l'autodétermination, comme on l'a vu à travers les nombreuses mobilisations et manifestations. Comment est-ce que vous expliquez ce fossé, Saïd Ayachi ? Monsieur Ayachi, vous êtes avec nous ? La communication vient d'être coupée avec Saïd Ayachi. On le remercie en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous dit à très bientôt. Autre peuple oppressé par le Maroc, celui du RIF. Le parti national rifin franchit une étape décisive, portant sa cause sur la scène diplomatique internationale. À l'occasion de son 3e congrès à Bruxelles, il engage la lutte vers l'internationalisation, renforçant la quête d'indépendance et de souveraineté de la République du RIF, soutenue désormais par un large réseau de défenseurs et d'alliés à travers le monde, et notamment en Afrique. Maya Schreier. De la protestation à la diplomatie internationale, une nouvelle étape pour l'indépendance s'ouvre pour le RIF et son parti lors de son 3e congrès tenu samedi soir à Bruxelles. La cause rifaine s'installe désormais au cœur des débats diplomatiques mondiaux. L'heure est à l'internationalisation, à l'élargissement des soutiens afin d'appuyer fermement la quête légitime de la République du RIF pour sa liberté et sa souveraineté. Aujourd'hui, la cause rifaine avance avec confiance vers la liberté et l'indépendance grâce au Parti national rifin. Notre lutte ne se limite plus au RIF ou à l'Europe, elle devient plus large. On porte maintenant la cause à l'international et on s'ouvre aux partis, organisations et acteurs politiques. Une étape cruciale, unanimement saluée par les observateurs qui consolide la cause rifaine tant sur le plan politique que juridique. Ce processus engage la cause au sein de son environnement continental, réhabilitant ainsi une république indépendante qui continue de souffrir sous l'oppression du colonialisme marocain.
Aujourd'hui, l'Afrique a enfin tendu les bras au RIF. De nombreux ambassadeurs africains sont venus écouter notre peuple. Des défenseurs des droits humains ont confirmé que le RIF exerçait son droit à l'autodétermination en 1921. Ils ont aussi déclaré que l'annexion du RIF par le Maroc est illégale. Le troisième congrès s'est distingué par la présence remarquable de nombreuses figures diplomatiques et juridiques originaires du RIF, ainsi que de sympathisants venus du monde entier, convaincus du droit fondamental du peuple rifin à retrouver son indépendance et à décider librement de son avenir. Je suis ici aujourd'hui avec le Parti national rifin. Je suis venu d'Espagne pour exprimer mon soutien et ma solidarité avec les prisonniers politiques rifins et aussi pour affirmer la légitimité de leurs revendications, qu'elles soient de nature sociale, économique ou politique. C'était une rencontre très fructueuse. Les participants en sont sortis mieux informés. De nouvelles personnes ont découvert la cause rifaine, son importance et la légitimité à être reconnue comme une cause internationale pour que le peuple rifin retrouve sa souveraineté sur ses terres. Aujourd'hui, la cause rifaine entre dans une nouvelle phase, plus forte et plus déterminée que jamais. Après plus d'un siècle de lutte, l'espoir grandit chez les habitants de la République du Rif, qui aspirent à vivre au sein d'un État souverain et indépendant. Développement dans le Sinaï égyptien, dans la conjoncture du génocide sioniste qui dure depuis près de 2 ans et après l'offensive largement dénoncée contre la ville de Raza ainsi que les tentatives affichées par le régime d'occupation de pousser les Palestiniens au déplacement forcé, engendrant une situation de tension sans précédent, notamment avec l'Égypte voisine. L'entité sioniste aurait appelé, selon des sources médiatiques, Washington à faire pression sur l'Égypte pour qu'elle réduise son récent renforcement militaire dans la péninsule du Sinaï. Le site web américain Axios, spécialisé en géopolitique, a rapporté cette information, citant 2 responsables sionistes qui ont affirmé que le Caire avait construit de nombreuses nouvelles infrastructures militaires. Guerre au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très inquiet ce dimanche de la détérioration rapide de la situation à Al-Fasher, capitale du Darfour du Nord, mettant en garde contre les risques croissants pour les civils pris au piège dans la ville assiégée par les forces de soutien rapide depuis plus de 500 jours. Alors que les attaques contre les civils se sont intensifiées ces dernières semaines, la majorité des habitants du camp de déplacés d'Abou Chouk, situé à proximité, auraient fui suite aux bombardements et aux raids incessants. Zoom à présent en Afrique de l'Ouest, c'était jour de vote ce dimanche en Guinée pour une nouvelle constitution, une étape cruciale dans la transition du pays après le changement anticonstitutionnel de 2021 qui avait porté Mamadi Doumbouya au pouvoir. La nouvelle constitution, si elle est approuvée, prolongerait les mandats présidentiels, créerait un Sénat et pourrait potentiellement façonner une nouvelle politique dans ce pays. À noter que le référendum intervient dans un contexte de tension politique et de boycott partiel de l'opposition. Et ce vote-là, l'importance, c'est l'avenir du peuple guinéen. Tous ceux qui aiment ce peuple guinéen doivent accepter d'obéir à la loi. Et qui parle de loi, parle de chef. Le chef, c'est qui? C'est nous tous. Aujourd'hui, il y a une ethnie, mais moi, je ne compte pas l'ethnie. On est tous guinéens. Acceptons de se donner la main dans la main pour voter dans la tranquillité, dans la transparence. L'assesseur qui est là, dès qu'une personne se présente avec sa carte, il regarde d'abord la carte. Si, est-ce que la personne là doit voter dans ce bureau ou doit aller ailleurs? Donc l'assesseur numéro 1, il est là à guider les personnes aux bons endroits. Donc jusqu'ici, nous, on n'a pas encore reçu de cas pareils, de cas difficiles, en tout cas qui nous mènent ici à un problème ou à quoi que ce soit.
On reste en Afrique de l'Ouest avec les intempéries au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé de dégager une enveloppe de plus de 4,4 millions de dollars pour venir en aide aux populations sinistrées par les inondations de cet été. Cette aide, qui vient renforcer le plan d'urgence déjà mis en œuvre par l'État, servira pour environ 2,6 millions de dollars aux travaux urgents de drainage des eaux et pour 1,7 million de dollars à l'assistance directe des populations en denrées alimentaires et équipements. Sport athlétisme, le Kényan Sébastien Saoui a triomphé ce dimanche sur le marathon de Berlin, s'imposant sans la moindre concurrence en 2 heures, 2 minutes et 16 secondes. En 3 marathons courus dans sa carrière, il a gagné 3 fois. Sa 3e victoire, disputée sur un peu plus de 42 km, vient s'ajouter à celle de Valence en décembre 2024 et de Londres en avril 2025, confirmant encore une fois la suprématie africaine sur l'athlétisme en général et notamment sur les courses de fond et de demi-fond. Et puis on finit cette édition en musique et pas n'importe laquelle. Constantine a vibré samedi soir au rythme des mélodies andalouses à l'occasion de l'ouverture officielle du 13e Festival culturel international du Malouf, dont la soirée inaugurale s'est déroulée dans une ambiance solennelle et festive au théâtre régional Mohamed Taher Farghani. L'événement dédié à la préservation et la valorisation de ce patrimoine musical ancestral a rassemblé un public nombreux venu assister à une soirée d'ouverture riche en émotions et en couleurs, avec des prestations d'éminents artistes de Constantine, de Tlemcen, d'Alger et de la Tunisie, invités d'honneur du festival. Voilà madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition 100% africaine. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.